Si on sent qu'on a beaucoup d'énergie et s'il y a des enfants par exemple, ça va être de sortir avec eux potentiellement pour créer l'espace de repos, l'espace. Mon conjoint le fait beaucoup et je lui en suis très reconnaissant pour ça. Quand ma fille était plus petite, il sortait avec elle. Il l'emmenait au parc ou il l'emmenait faire des choses, etc. Et moi, tu vois, parce que quand il n'y a plus de bruit dans la maison, quand c'est calme, quand je peux vraiment, ça fait du bien. Hey hey! Allez, si vous écoutez la matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la matrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast, La Matrescence, se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense. Promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. 1000 merci, let's go. Avant de débuter cet épisode, je vous encourage à écouter l'épisode de vendredi dernier avec Gaëlle pour reprendre les bases concernant le cycle menstruel féminin. Aujourd'hui, Gaëlle, la fondatrice de Kiffe tes règles et l'autrice du livre éponyme, vous guide pas à pas pour devenir une pro ou en tout cas une surfeuse émérite. Pourquoi je parle de surf ? Parce que Gaëlle compare le cycle féminin à une session de surf et j'adore l'image. Nous sommes cycliques, vous l'avez compris, et donc nous suivons des ondulations qu'il faut apprendre à embrasser pour vivre épanouie en tant que femme. Gaëlle nous parle du cycle sous pilule, de la lune, de la vie à 100 à l'heure que l'on mène, des hormones et du kiff de connaître le fonctionnement de son corps. Prête pour apprendre de nouvelles compétences ? C'est parti. Alors, Gaëlle, la semaine dernière, tu nous as raconté tout ce qui se passait dans le cycle et à quel point c'était important de s'y intéresser. Donc maintenant, on va le décortiquer parce que dans ton livre, j'aime beaucoup le parallèle que tu fais avec le surf. Donc raconte-nous une session de surf de notre cycle menstruel, les phases qu'il y a et comment on fait pour ne pas se noyer. Super, j'adore l'idée de ne pas se noyer, effectivement. Alors, l'idée, en fait, moi, je suis bretonne et j'ai découvert que le cycle menstruel, il fonctionne exactement comme une vague. À chaque vague succède une autre vague, Et puis, parfois, on se prend une toute petite vaguelette et puis parfois un tsunami. On en a parlé la semaine dernière. Et effectivement, ce que je me suis rendu compte, c'est que la société va nous proposer classiquement soit de se taire et de le vivre en silence dans son coin. Ça, c'est la première solution. Soit de prendre des hormones pour bloquer la vague. Et donc, moi, j'ai envie de proposer une 3e solution aujourd'hui qui est d'apprendre à surfer cette vague parce que finalement, c'est une vague d'énergie qui nous traverse et quand on la surfe, eh bien, elle peut nous permettre d'aller vraiment au bout de tous nos projets et de nous soutenir, surtout dans la réalisation de nos projets. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que le cycle menstruel fonctionne exactement comme une session de surf. Et ça nous permet d'avoir un moyen mémotechnique pour nous souvenir où est-ce que j'en suis dans mon cycle. Et donc, le cycle menstruel, il commence au premier jour des règles. Et ça va être une période où on va se sentir posé sur notre planche. Tu vois, je suis sur ma planche de surf. Je suis en train de me dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans ma session précédente? Où est-ce que je vais aller surfer la prochaine? Je respire un peu, je me ressource. Eh bien, c'est exactement ce que nous invite à faire notre corps dans la période des règles, c'est-à-dire nous ressourcer, faire un bilan de ce qui s'est passé sur le cycle précédent et puis faire les plans pour préparer qu'est-ce qui va se passer dans le cycle suivant. Et à ce moment-là, toutes les hormones sexuelles sont au plus bas, c'est-à-dire que nos oestrogènes et notre progestérone sont diminués, on est au niveau le plus bas de notre cycle menstruel.
Et puis ensuite, on va sentir que l'énergie remonte. Et moi, en surf, je vois la petite vague qui est derrière, en train de bomber, et je me dis, celle-là, je veux l'attraper. Et donc, je vais commencer à me mettre en mouvement. Je vais être supportée par les œstrogènes. Les œstrogènes, ils fonctionnent un petit peu comme la pédale d'accélérateur du corps. Et d'un seul coup, je vais sentir cette énergie qui remonte, après les règles en général. Et puis, je vais me mettre à ramer. Et donc ça, c'est dans la session de surf. Mais dans ma vie, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais me retrouver à cocher mes to-do list à toute vitesse. Tu sais, être super efficace, sentir que tout se fait. J'ai l'impression d'être Shiva, j'ai 5 bras, j'ai 2 téléphones en même temps et ça marche, tout marche bien. Et je suis dans une énergie dingue. Eh bien ça, c'est parce que les œstrogènes m'aident à ce moment-là de ma vie. Et puis à un moment, je sens que ça y est, la vague me porte et j'ai beaucoup moins besoin de ramer et je vais pouvoir me mettre debout sur ma planche. Debout sur ma planche, dans le cycle menstruel, c'est la période de l'ovulation. C'est la période où je vais avoir beaucoup plus envie de nourrir les relations. Je vais avoir envie d'arrêter de m'agiter dans tous les sens comme je le faisais jusqu'à présent. Et je vais avoir envie de connecter. Moi, c'est le moment où je vais prendre mon téléphone et puis je vais laisser des messages aux copines. Je vais commencer à dire, ça te dirait si on sort, etc. Et donc, dans notre session de surf, on est là, debout sur notre planche, on rayonne. Et puis, on dit coucou aux copines de loin, aux copains, etc. Tu vois, c'est le moment où vraiment on est dans cette puissance d'interaction avec les autres, où on nourrit les liens. Et puis ensuite, une fois l'ovulation passée, on va descendre dans le tube de la vague. Et dans le tube de la vague, tu vois d'un seul coup que le soleil arrive beaucoup moins bien. On arrive dans la période pré-menstruelle de notre cycle. Le soleil arrive pas jusqu'à nous, on voit le dessous des choses, on voit le côté plus sombre, je dirais, de notre vie. Le tube de la vague, moi j'aime bien dire que c'est la période la plus kiffante et la plus flippante de notre cycle menstruel, parce qu'en fait c'est une période de retour à soi, où on est vraiment totalement soi. C'est un petit peu comme si toutes les barrières mentales sautaient pour qu'on revienne à quelle est notre essence profonde. Qui suis-je vraiment, moi, quand je suis dans le tube, quand j'ai plus besoin de plaire à personne, puisque finalement la période où j'étais fertile est passée, donc j'ai plus besoin de plaire à qui que ce soit. Je me retrouve de moi à moi-même à regarder ce qui va et ce qui ne va pas dans ma vie. Et effectivement, c'est une période dans laquelle, exactement comme dans le tube de la vague, à la fois on est en train de glisser, c'est génial, on sent qu'il y a, tu vois, potentiellement de la créativité, l'envie d'être soi, etc. Et puis en même temps, on est rattrapé par pas mal de choses, la peur que la vague se referme sur nous, la peur de ne pas être aimé par les autres parce que finalement je suis moi-même, etc. C'est une période qui va venir vraiment nous chahuter potentiellement. Et puis ce qui est génial, c'est que c'est un cycle. Et donc, les hormones redescendent, tout s'apaise, je me repose sur ma planche, je vais pouvoir faire le bilan de ma session précédente, me ressourcer et préparer la session suivante. Et voilà comment se passe une session de surf. Quand on est armé, enfin qu'on a les bonnes connaissances de son cycle, de son corps, et que on accepte de lâcher prise pour prendre le risque de la surfer. Non, mais c'est vrai aussi que quand on retient tout, c'est ce que tu dis dans l'épisode précédent. Du coup, on va tout lâcher au syndrome prémenstruel, mais parfois on y va un peu à reculons, avec beaucoup de peur, au lieu d'accepter qu'il y a des vagues. Et c'est marrant ce que tu dis là sur la phase de l'œstrogène où t'es à l'ovulation et t'es debout sur ta planche. Moi, j'ai cette sensation où t'es un peu la reine. Enfin, t'es au-dessus de tout le monde, tu flottes un peu. Enfin, pas que tu te sentes meilleure que les autres, mais tu peux contempler d'en haut, je sais pas, tu te sens puissante en fait dans cette période-là. Clairement, on peut ressentir ça. Alors après, moi, c'est ce que j'allais dire. Ce qui est important, c'est que là, ce que je viens de faire, c'est une caricature et qu'on peut tout avoir des sensations différentes. Par exemple, moi, j'ai eu une période de ma vie où je me sentais pas du tout comme ça au moment de l'ovulation parce qu'en fait, j'étais terrifiée de tomber enceinte. J'avais pas complètement osé me l'avouer à moi-même et du coup, je devenais clairement un monstre. Ne m'approchez pas dans la période d'ovulation parce que tu vois, on a aussi cette intelligence-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui suis-je là-dedans. Mais effectivement, je te rejoins dans le fait que une période d'ovulation accomplie, c'est aussi une période où effectivement on sent que, moi je sais que quand je suis quelqu'un de très introverti, même si j'en ai pas l'air, et donc j'aime pas trop aller parler aux gens que je connais pas et tout. Et dans cette période-là, pour le coup, je sens que c'est plus facile pour moi, tu vois, de venir, de faire un peu le show, tout ça. Donc voilà. Je te rejoins. Et puis, il y a aussi cette notion de nourrir les sens en général. Tu vois, il y a l'envie de plaisir dans cette période-là. Et moi, je sais que j'adore cuisiner, je vais mettre plus d'épices, je vais faire, tu vois, il y a un truc un peu au service de nourrir les relations, mais au sens, dans tous les sens de nourrir les relations finalement. Toi, tu as fait ce parallèle avec la vague. On a beaucoup entendu aussi dans le cycle parallèle avec les saisons. Oui. Est-ce que tu peux le dire pour celles qui, voilà, peut-être sont moins surfeuses? Oui, non, mais complètement. Effectivement, moi, ce que j'aimais bien dans la vague, c'est que il y a pas de, en fait, t'as pas d'a priori sur la phase que tu préfères, tu vois. Alors qu'en fait, les saisons, bien souvent, il y a des saisons qu'on aime bien, puis des saisons qu'on n'aime pas. Et donc, en fait,
C'était ça qui m'intéressait dans la métaphore qui sortait de ça. C'est qu'en fait, il y a peu de personnes qui vont dire, ah ouais, Gaëlle, moi, de base, le tube de la vague, j'aimais pas, tu vois ce que je veux dire. Donc c'était de pouvoir remettre un petit peu du mouvement dans tout ça. Mais complètement, ça rejoint complètement les saisons où en fait, quand on est posé sur notre planche, c'est l'hiver. Et puis on sent l'énergie qui remonte, comme l'énergie de la nature au printemps. Et puis ensuite, le moment où on va récolter les fruits, finalement, ce moment d'apothéose des sens, c'est l'été. Et puis le moment où on descend dans le tube de la vague, c'est l'automne. Puisqu'effectivement, l'automne, c'est potentiellement un peu plus chahutant aussi. Après, moi, il y avait une deuxième difficulté pour moi, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi une autre métaphore, c'est que moi, les saisons m'impactent énormément à titre personnel. Et donc, en fait, avoir ma saison dans ma saison, tu vois ce que je veux dire, la saison du cycle, c'était un truc qui était compliqué pour moi et je préférais avoir quelque chose qui était, en fait, aujourd'hui, moi, la surfeuse, je l'utilise pour dire quelle est mon énergie réelle aujourd'hui. Et donc, quelque part, ça englobe tout, ça englobe la saison, parce qu'en fait, moi, c'est ce que j'aime bien dire, on n'est pas piloté comme une télécommande par notre cycle menstruel. Le cycle menstruel est un cycle parmi d'autres. On est un millefeuille, on est la résultante. C'est-à-dire aujourd'hui, la Gaëlle que tu as en face de toi est la résultante d'un millefeuille de cycle. Le cycle des saisons, effectivement, bien en profondeur. Le cycle de ma vie, où est-ce que j'en suis dans ma vie, tu vois, là j'ai fait une petite nuit, à 40 ans passés, c'est plus complexe que si je t'avais eu quand j'avais 20 ans, tu vois. Donc le cycle de ma vie, le cycle des saisons, le cycle de mes projets, où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans mes projets, ça nous impacte aussi énormément. Le cycle de ma semaine, j'ai pas la même énergie le lundi que le vendredi, tu vois, et le cycle menstruel et le cycle de ma journée aussi, après le repas par exemple, en pause prandiale, en fonction de ce que j'ai mangé, je peux aussi avoir des sensations différentes. Et donc finalement, ma surfeuse aujourd'hui, c'est à l'instant T, comment je me sens, tu vois. Et donc, ça englobe tout ça. Donc, c'est ça l'intérêt, c'est qu'il y a un truc un peu plus volatile de pouvoir me dire, finalement, je peux aussi changer de position plusieurs fois dans la journée et c'est OK. C'est pas directement uniquement mon cycle menstruel qui est à la manœuvre. Donc, si on résume, il y a 4 phases. On prend la surfeuse ou le cycle des saisons, ce qu'on préfère. Et est-ce que ces 4 phases-là, on les ressent si on est sous pilule? Alors, on va pas ressentir la même chose dans le sens où il n'y a pas ce soutien hormonal. Pour autant, on va quand même ressentir des choses sous pilule, clairement. Déjà, c'est ce que je viens de dire à l'instant. On est la résultante d'un millefeuille de cycle. Donc, de façon très naturelle, on va avoir des changements d'humeur et d'énergie. On sait que même les hommes cisgenres, donc qui n'ont pas d'utérus, ressentent des fluctuations d'humeur et d'énergie, qui sont pas soutenues hormonalement, mais qu'on va ressentir. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il est normal d'être changeante. C'est pas parce qu'on est sous pilule qu'on devrait être linéaire. Ensuite, il faut savoir que la pilule qui est la plus souvent prescrite est la pilule œstroprogestative, qui fait qu'on a une période d'arrêt de la pilule. Alors, soit on prend des placebos, soit on arrête directement la pilule et on la reprend une semaine après. Et ça va créer des fluctuations d'hormones. Clairement, les fluctuations d'hormones apportées par l'extérieur, mais qu'on va ressentir. Et donc, par exemple, sous pilule œstroprogestative, j'ai régulièrement des femmes qui me disent « Moi, j'ai un syndrome prémenstruel qui est très présent pendant les 2 jours qui précèdent l'arrivée de mes règles, par exemple. » Et c'est logique, puisqu'en fait, il y a un effondrement des apports en hormones qui peuvent faire que le corps se sent en difficulté. Donc, on peut complètement sentir dans le tube de la vague, sous pilule œstroprogestative, et puis posé sur sa planche, c'est normal de la même façon. Donc, on a un effondrement hormonal qui déclenche les règles, et donc on va avoir aussi potentiellement cet effondrement énergétique qui va aussi avec. Donc, il est complètement normal de se poser sur la planche quand on a ces règles, même sous pilule. Et donc là où il va y avoir peut-être un tout petit peu de différence, déjà c'est dans l'intensité, parce que finalement les apports hormonaux sont quand même très très importants. En fonction de notre système de traitement, je dirais, des apports hormonaux extérieurs, on peut avoir une latence qui fait que finalement on sent pas beaucoup de différence, tu vois. Donc ça déjà c'est la première chose, on peut avoir l'impression que c'est moins intense sous pilule, en tout cas c'est ce que disent la plupart des personnes, mais il n'y a pas à dévaloriser le fait qu'elles vivent ça, et on va souvent avoir une période de prise d'élan qui va finalement se confondre avec la période debout sur la planche, tu vois, comme un espèce de magma, puisqu'en réalité, il y a encore une fois des apports hormonaux assez importants et qui sont différents de ce pic qu'on peut vivre, voilà. Donc voilà ce qui peut se passer sous pilule. Maintenant, moi, je ne suis personne pour dire ce que vous vivez et c'est hyper important de le dire. Donc la première chose à dire, c'est déjà, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as un cycle? Et si oui, comment il se passe pour toi? Et personne n'a à dévaloriser. Moi, j'entends beaucoup dans certains milieux du féminin. Oui, mais de toute manière, cette pilule, tu ne passes pas par les différentes étapes. C'est faux.
C'est faux parce que déjà tout le monde y passe, c'est faux parce qu'on a un millefeuille de cycle, et puis c'est faux parce que physiologiquement, à un moment, il y a des changements. Donc ça, c'est pour la pilule œstrogrestative. Et il faut savoir que sous la pilule progestative, donc celle qu'on prend en continu, eh ben, il y a des personnes qui continuent à ovuler parce que ce n'est pas le but de cette pilule de bloquer l'ovulation. Le but de la pilule progestative, c'est de bloquer la nidification. Et donc, il est complètement possible de continuer à ressentir un cycle avec toutes les fluctuations du cycle sous pilule œstroprogestative, quand bien même, effectivement, les règles, donc ce phénomène est bloqué en lui-même. Pour autant, on sait qu'il y a des personnes qui continuent d'ovuler sous pilule progestative, Et donc, c'est intéressant de s'en rendre compte. Et puis moi, j'aurais tendance à dire, si vous êtes sous pilule progestative, cherchez les signes de l'ovulation éventuellement. Si vous avez un système de tracking de la température notamment, ça peut être intéressant d'aller regarder ce qu'il en est. Et on va avoir la même chose sous DIU, ce qu'on appelait avant le stérilet. Que j'allais te demander. Sous DIU progestatif, on va avoir exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de ne pas avoir ces règles et pour autant de continuer à avoir un cycle ovulatoire et donc de continuer à avoir des fluctuations d'humeur et d'énergie qui sont liées au cycle. Donc voilà. Et la même chose pour l'implant? Alors, la même chose pour l'implant, effectivement. La même chose pour l'implant. En fait, il faut creuser pour voir un petit peu qu'est-ce qui est là-dessous et comment notre corps réagit. En fait, aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'on a très peu de recul. Déjà, il y a eu peu d'études qui ont été faites. Et en plus, on a très peu de recul sur tous ces dispositifs, etc. Donc, d'accepter que quelqu'un vous dise « Non, mais c'est pas normal de ressentir ça parce que ça devrait être bloqué ou je ne sais quoi », c'est une aberration. Juste, qu'est-ce que toi, tu ressens ? Enfin, moi, je le dis dans mon livre, je dis, si ce que je dis est faux pour toi, c'est moi qui ai tort. C'est pas toi qui est bizarrement fait. Tu vois, c'est hyper important d'avoir ça en tête. Je veux dire, on réagit tous différemment en fonction de notre vie, en fonction de notre relation. Je le disais tout à l'heure, par exemple, à la possibilité de tomber enceinte ou des choses comme ça, on va avoir des réactions très différentes et on peut se retrouver à être pas du tout la queen du game dans la période d'ovulation en fonction de notre vie. Ça, c'est sûr. C'est quand tous les signaux sont au vert et que on se sent en harmonie. Ou, par exemple, comme tu disais, moi, j'adore l'été et l'automne, moins l'hiver. Voilà. Donc, voilà, je me sens mieux dans mon cycle à ce moment-là que en plein hiver, ça, c'est sûr. Donc, on est constitué différemment. Si on reprend le cycle, donc, il y a cette première phase où on prend le premier jour des règles et donc, il va amener à l'ovulation. C'est quoi la moyenne de l'ovulation ? Comment on repère l'ovulation ? Alors, la moyenne scolaire, c'est 14 jours que je vais vous permettre de sortir de votre tête immédiatement, s'il vous plaît. Vraiment, c'est important pour plein de raisons. La première étant les risques de grossesse non désirés, puisque en fait, en faisant ces calculs-là, on fait la fameuse possibilité du calendrier qui finalement ne règle pas beaucoup de choses. Et puis surtout qui est inintéressante parce que finalement, si on considère que c'est 14 jours, eh bien, on regarde pas réellement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de son corps, alors que c'est tellement drôle, mais vraiment drôle et fun de faire de l'enquête sur son cycle menstruel pour savoir quand est-ce que ça arrive. Et donc le moyen le plus simple, je dirais, de repérer ça va être de chercher à comprendre comment ça se passe au niveau de ma vulve, notamment quand je vais aux toilettes, quand je m'essuie, ou la sensation que je vais avoir au niveau de ma culotte, d'humidité ou pas. Il va y avoir une période que j'aime bien appeler, moi, l'effet patinoire. L'effet patinoire, c'est quand ça glisse, je m'essuie aux toilettes, et puis, en fait, j'arrive pas à m'essuyer. Tu sais, ça glisse tout le temps. Et si je regarde sur mon papier toilette, il va y avoir quelque chose d'un peu gélatineux sur le papier toilette. Je peux m'amuser à le prendre entre mes doigts et à l'étirer. Et ça va s'étirer beaucoup. Donc ça, c'est la glaire cervicale. Il n'y a rien de sale à ça. De toute manière, quand on sort des toilettes, on se lave les mains. Donc on peut s'amuser autant qu'on veut avec sa glaire cervicale. Et donc, on va s'amuser à repérer quand est-ce que ma glaire cervicale, elle est filante. Donc soit à la sensation, c'est-à-dire effectivement quand ça patine au niveau de la vulve, soit en s'amusant à la recueillir sur le papier toilette et à l'étirer. Et plus ça s'étire, plus c'est le moment où on se rapproche de l'ovulation. Et en fait, on va repérer qu'on a ovulé, tout simplement parce qu'après, ça devient sec d'un seul coup. Parce qu'on a des petits organes à l'intérieur de notre vagin qui s'appellent les poches de Shaw, qui vont recapter toute l'humidité une fois l'ovulation passée, sous l'action de la progestérone. Et donc, si on a cette glaire filante, et puis que d'un seul coup après, boum, ça sèche, eh bien, on a passé notre ovulation. Donc, on peut mettre une petite case sur notre calendrier. À partir de là, on va compter le nombre de jours qu'on a entre l'ovulation et nos règles. Et ce nombre de jours, il est à peu près constant. C'est-à-dire que moi, je sais que entre ce moment-là de l'effet patinoire et mes règles, j'ai 15 jours. Donc, eh bien, je vais pouvoir tout de suite cocher la case en disant, je sais que dans 15 jours, j'ai mes règles qui arrivent. Donc, ce qui est génial, c'est que d'un seul coup, je peux reprédire la date de mes règles. Je suis pas en train d'attendre qu'elles débarquent.
Donc ça, c'est quand même super pratique, on va se le dire. Et puis surtout, je sais me rendre compte s'il y a une problématique ou pas, ou si, par exemple, quand on a un syndrome des ovaires polykystiques comme moi, on peut se retrouver à faire des tentatives ovulatoires, c'est-à-dire que ça n'a pas fonctionné. Eh bien, ça permet de repérer où en est le corps et qu'est-ce qui fonctionne. Mais finalement, c'est assez simple. Donc ça, c'est la méthode la plus simple et la plus accessible à tout le monde qui veut observer. Ensuite, si on a des doutes ou si, comme moi, on a une pathologie qui fait que c'est un peu plus compliqué, on va pouvoir monitorer ça et rechercher notamment la température basale, c'est-à-dire la température la plus basse pendant la nuit, qui va changer avec la présence de progestérone. La progestérone est hyperthermisante, c'est-à-dire qu'elle va augmenter la température de notre corps après l'ovulation, alors que les oestrogènes sont hypothermisants. Et donc, c'est là où c'est intéressant parce qu'on va repérer finalement, alors il faut suivre une température de façon fine, avoir 2 décimales après la virgule sur notre thermomètre, ça se fait pas avec le thermomètre de famille, tu vois. Mais ça va permettre de repérer ce moment où il va y avoir une augmentation de la température et puis le plateau haut qui nous présente la présence de progestérone. Et donc ça, par exemple, il y a des trucs super sympas. Maintenant, pour le faire, il y a des moniteurs de fertilité. On le met dans la bouche le matin. Ça ressemble un petit peu à un petit crochet. Hop, ça prend la température. Et puis, il y a aussi des outils. Moi, je suis en train de tester en ce moment la bague Oura qui, clairement... Aux US, elle est très... Enfin, j'en suis plein des... c'est impressionnant. On voit très, très, très bien les plateaux de température parce qu'en fait, il y a l'avantage qu'elle prend la température tout au long de la nuit. Et donc, du coup, on voit très bien. Il y a aussi le dispositif Temp Drop, qui est très bien pour ça, qui se met au niveau du bras pendant la nuit uniquement. Donc, si on n'a pas envie d'avoir tout le temps quelque chose sur soi. Donc voilà, il y a la possibilité de monitorer en recherchant à suivre cette température basale. Donc, soit en la prenant au réveil avant d'avoir posé un pied par terre avec un appareil qui est 2 décimales après la virgule, soit en ayant un dispositif qui prend la température tout au long. Et ça peut être vraiment intéressant de suivre si notamment on a des doutes. Et puis alors, on est en train de traquer, je te donne un peu en exclusivité, mais il y a d'autres choses qui sont en train de chercher à traquer. Et notamment, on s'est rendu compte qu'il y avait des fluctuations de la fréquence cardiaque, mais pas directement de la fréquence cardiaque, de la variabilité de la fréquence cardiaque qui change entre avant et après l'ovulation. Donc, il y a fort à parier que dans les années à venir, on va vraiment avoir des systèmes qui vont nous permettre de repérer notre ovulation en nous aidant, tu vois. Mais en réalité, on peut le faire toute seule avec. J'ai la montre, l'Apple Watch, qui est reliée donc à mon appli santé, et donc je traque mon cycle là-dessus. Eux, ils prédisent aussi parce qu'ils ont la température corporelle avec l'Apple et la fréquence cardiaque. Ouais, c'est ça. Ils nous la prennent là-dessus. Alors, effectivement, pour que ce soit très efficace, il faut aussi le faire tous les jours, la mettre tous les jours. Donc, je me base pas dessus, mais ça me donne une idée, en fait, à peu près des variations. Et en fait, donc ça s'appelle la symptothermie. Ce que tu oui, mais alors, en fait, ça, c'est de la symptothermie sauvage. C'est-à-dire, si la symptothermie n'a que pour but de pouvoir savoir quand est-ce que j'ai ovulé, prédire la date de mes prochaines règles et me repérer dans mon cycle, on est très bien avec ce que je viens de dire là. Maintenant, la symptothermie, c'est une méthode d'accompagnement pour réguler la fertilité. C'est-à-dire, soit choisir d'avoir des enfants, soit choisir de ne pas en avoir. Et donc, si c'est à visée contraceptive, c'est-à-dire à éviter d'avoir des enfants, on ne se base pas sur ce que vient de dire Gaëlle pour savoir quand est-ce qu'on ovule, surtout pas. On va voir une conseillère ou un conseiller en symptothermie et on apprend à lire un cyclogramme parce que c'est complexe et que fermer une fenêtre de fertilité, c'est-à-dire dire à partir de maintenant, il n'y a plus de risque que je tombe enceinte, donc je peux avoir des pratiques qui pourraient prendre ce risque-là, ça s'apprend. Et ça s'apprend pas en écoutant un podcast. Parce que des bébés de symptothermie amusés comme ça, tiens, j'ai compris ce qu'elle disait Gaëlle, j'ai regardé ma glaire cervicale et du coup, j'ai géré ma fertilité comme ça. En ce moment, on a des recrudescences de bébés, ça on ne sait pas, parce qu'en général, les gens ne le disent pas trop, mais d'avortements qui sont liés à ça. Et moi, ça me pose question, parce qu'en fait, on a 2 phénomènes. Un, les personnes qui se disent « Oh bah oui, je peux gérer notamment avec l'Apple Watch, etc. » et qui n'ont pas appris à lire leur cyclogramme, et ça c'est un vrai problème. Et le deuxième qui est les applications prédictives comme Clue ou d'autres, je dis elle parce que c'est la plus grosse, c'est pas du tout pour jeter l'opprobre sur elle, mais qui en fait nous donne une espèce de petite zone où il y a un petit soleil qui dit c'est la fenêtre de fertilité, et en fait on a plein de jeunes qui ne veulent plus prendre la pilule parce qu'elles se sont rendues compte de l'impact, et je le comprends tout à fait, mais qui du coup disent je gère avec mon application, sauf que l'application elle est prédictive. Donc, elle n'est pas en train de regarder si oui ou non on a vraiment fermé la fenêtre de fertilité. Elle a fait un calcul algorithmique. Et ça, c'est une grosse erreur. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème. Et je me souviens d'une influenceuse
qui a annoncé il y a quelques années qu'elle lançait son application sur le cycle et qu'elle avait fait que utiliser comme ça, parce que comme ça lui évitait de prendre la pilule, etc. Moi, j'étais terrifiée d'entendre ça. Et en fait, elle a dit il y a pas longtemps qu'elle a vécu 7 avortements. Pour moi, il y a un drame, hein. Et on a une recrudescence en ce moment des avortements. Et pour moi, ils sont liés au fait qu'on considère la pilule comme le diable, et qu'en même temps, derrière, on n'a pas vraiment proposé de solutions alternatives. Et nos jeunes, on sait qu'aujourd'hui, le pic de fertilité, c'est 25 ans. Donc, c'est une période où on a envie de s'amuser, c'est une période, voilà. Et donc, si on n'a pas d'alternative cohérente et qu'on n'a pas appris réellement à monitorer sa fertilité, on se met vraiment en risque. Je parle de l'Apple Watch, mais je dis que je regarde juste ce que ça me dit et que je me base pas du tout là-dessus. D'ailleurs, ce qui est recommandé pour la symptothermie, c'est au minimum de faire 6 mois de suivi de cycle et ensuite de pouvoir se baser sur ça. Donc 6 mois, c'est une longue période quand on veut vraiment apprendre à connaître. Je dis, je n'ai pas fait, hein, donc je me base pas là-dessus, parce que c'est fastidieux, mine de rien. En fait, ce qui est fastidieux, c'est de comprendre comment je suis sûre que je ferme correctement ma fenêtre de fertilité. Parce que le cyclogramme, il peut paraître facile à lire certains mois, et puis à certains autres mois, je peux t'assurer qu'il est beaucoup plus compliqué à lire. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'être accompagné. Encore une fois, ces personnes-là connaissent leur métier, sont tout à fait capables de nous accompagner, et donc faisons-le. Un avortement n'est jamais anodin. Il y a encore moins un bébé qui arrive sans être voulu n'est jamais anodin. Oui, la symptothermie, c'est génial. Il y a un indice de Pearl qui est très très bon, c'est-à-dire une capacité à gérer la contraception qui est très bonne, mais à partir du moment où on est accompagné et à partir du moment où on fait pas n'importe quoi. Est-ce qu'on peut parler un peu de la lune dans le cycle ? Il y en a qui l'appellent les lunes. Ouais. Qu'est-ce que ça a comme rapport ? Est-ce que c'est un fantasme ou est-ce qu'il y a vraiment une réalité de notre vie basée sur l'attraction de la Lune ? Alors, déjà, la Lune, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, la durée d'un cycle lunaire est très proche de la durée de notre cycle menstruel. Donc déjà, on peut le poser ici. Et c'est vrai que certainement qu'il y a quelque chose qui s'est noué autour de ça et qui était peut-être vrai, c'est-à-dire qu'il y a une des hypothèses qui consiste à penser que notre glande pinéale, qui se situe à l'intérieur du cerveau, est en capacité de repérer la quantité de lumière qu'il y a pendant la nuit. Et donc, pourrait nous faire, quelque part, créer un cycle, tu vois, un peu comme le cycle jour-nuit qui fait qu'on est réveillé ou pas réveillé, eh bien, un petit peu la même chose au niveau du cycle menstruel. C'est une hypothèse qui est posée aujourd'hui, qui n'a pas été validée, qui est pas dénuée de sens, mais qui n'a pas été validée, voilà, qui circule énormément dans les milieux du féminin sacré, etc. Après, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, notamment l'application Clue qui a fait énormément de recherches parce qu'elle a plus de 2 millions d'utilisatrices, donc c'est quand même énorme, dit il y a aucun rapport avec la Lune. C'est exactement la même chose, tu sais, que le coût des naissances, où on a les chiffres. On voit qu'il n'y a pas plus de naissances à la pleine lune, mais on continue de penser, je suis la première à avoir pensé la même chose, que, tu vois, moi je suis arrivée le lendemain d'une pleine lune à l'hôpital, et les sages-femmes me disaient, mais c'est un truc de fou, hier on était complètement débordés, etc. Donc en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a ce vécu du terrain, et puis il y a qu'en fait, quand on regarde les chiffres, c'est faux, tu vois, enfin on sait à quelle date les gens sont nés, tu vois, donc... Et on a la même chose avec la Lune. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres de l'application Clue, qui encore une fois a plus de 2 millions d'utilisatrices, il n'y a pas d'impact aujourd'hui de la Lune sur notre cycle menstruel. Après, moi, qu'on le croit, ça me pose aucun problème. Qu'on ait envie même, parce qu'il y a ce courant qui dit, du coup, vous dormez dans le noir total, et puis vous remettez de la lumière au moment de la pleine lune, et puis comme ça rebranche tout ça. J'ai pas de souci avec ça. Maintenant, moi, ce qui me dérange un petit peu, et ce que j'ai envie de poser là, c'est quand ça devient une injonction. Tu vois, moi, j'entends pas mal dans le monde du féminin sacré. Oui, mais alors, du coup, quand ton cycle est calé avec la lune, c'est génial, t'es la reine du monde. Et quand c'est pas le cas, du coup, t'es pas une élue, tu vois. Et moi, ça me dérange. Parce qu'en fait, vivre avec son temps aujourd'hui, c'est vivre bien avec son cycle. Si je rajoute encore en plus que d'être bien avec mon cycle, la nécessité que lui soit connecté avec la lune, que j'ovule à la pleine lune, que machin, tout ça... Tu vois, donc c'est ça qui me dérange, c'est quand ça devient des injonctions et quand il y a les élus qui saignent à la nouvelle lune et puis les autres, tu vois. Et aujourd'hui, déjà il y a rien qui nous prouve ça. Et puis ensuite, est-ce que c'est pas plus intéressant d'être bien avec son cycle
que de vouloir absolument faire partie des élus, machin, etc., tu vois. Donc voilà, je le pose ici. Moi, j'ai aucun problème avec les croyances. Et finalement, si ça nous fait du bien, moi, je pense notamment, et j'en ai déjà parlé à des copines qui n'ont plus de cycle pour des raisons ou une autre. Ça peut être la ménopause, mais ça peut être aussi après un cancer hormonodépendant, des choses comme ça. Eh bien, se reconnecter avec cette notion de cyclicité en regardant la lune, par exemple. Moi, je trouve ça génial. Et c'est un astre que je regarde et que je loue au quotidien. Tu vois, c'est maintenant considérer qu'il y aurait un idéal, etc. J'ai pas envie d'accrocher à ça parce que je pense que les femmes, moi je le vois hein, déjà quand je présente les 4 phases, se mettent dans la zone de bonne élève, tu sais. Je veux être la bonne élève qui vit absolument exactement ça à chaque fois. Moi je leur dis toujours mais pas du tout. Enfin moi mes clientes elles inventent les positions sur leur planche. Tu vois elles me disent mais non mais en fait moi je suis pas posée sur ma planche, je suis en train de faire le poirier sur la planche ou je suis sous la planche accrochée, tu vois. Et c'est ça la vie. La vie c'est qui je suis moi. Et donc voilà la lune déjà scientifiquement aujourd'hui il n'y a pas de lien prouvé. Si on en ressent un, génial, mais si ça crée des injonctions supplémentaires, s'il vous plaît, laissez-les tomber, quoi. J'ai écouté un podcast hyper intéressant avec une très grande gynéco-obstétricienne américaine qui dit que elle, dans ses recherches, potentiellement, ce qui se passait avec la Lune il y a très longtemps, c'est que tout le monde ovulait à la pleine Lune parce que c'était la lumière extérieure était la plus forte, donc on vivait dehors, et que tout le monde, plus ou moins, avait son cycle, ses règles au moment où il y avait plus de lune. Non, mais moi, je trouvais ça assez cohérent, même avec les histoires qu'on a, La Tante Rouge, etc. Mais La Tante Rouge, c'est un roman qui a été inventé par Anita Diamant. Donc, mais il y a aussi, quand on regarde un petit peu, tu sais, toutes ces histoires de loup-garou à la pleine lune, de tout ça. En fait, on voit bien qu'il se passe quelque chose sur cette zone-là. Et en fait, si on reprend la symbolique du loup-garou, qui serait finalement l'homme dans une forme de prédation, etc., si on se dit qu'à ce moment-là, toutes les femmes ovulent, bah, c'est pas forcément complètement dingue, tu vois, d'imaginer qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Encore une fois, je veux dire, la nature est tellement bien faite, tellement millimétrée, tellement magnifique, que je trouverais pas ça complètement dingue. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que, par exemple, pour des peuples qui seraient nomades, comme on l'était il y a encore de ça des milliers d'années, eh bien, l'idée que toutes les femmes puissent saigner en même temps est pas complètement aberrant pour la protection de la tribu, tu vois. Donc, en fait, et que ça ait pu être retenu dans l'évolution de l'espèce humaine et qu'on le retrouve dans certaines de nos façons de compter les histoires, etc. Moi, en tout cas, quand je le lis, je me dis, il y a une forme de cohérence. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas prouvé. Et surtout, ce n'est pas le vécu des sociétés actuelles, des civilisations actuelles. Donc, voilà. Tu vois, c'est ça. Et c'est là où ériger ça en espèce de génial, suprême, tu vois, je sais pas, mais je trouve qu'on porte déjà beaucoup d'injonctions sur notre tête. C'est peut-être pas la peine d'en rajouter, quoi. Ah non, mais c'est quand même hyper intéressant. Et ce que tu dis aussi de se dire si on n'a plus de cycle pour peu importe la raison, de se recaler par contre sur la lune qui elle a un cycle, c'est aussi une chouette façon, voilà, de voir l'impact qu'elle peut avoir sur notre vie. Après, juste moi j'aime bien aussi retenir par exemple que sur la ménopause, des civilisations plus en lien avec ça, considère que la ménopause, c'est le moment où la femme devient sage et qu'elle a plus besoin du soutien hormonal pour passer par les différentes étapes. Donc, est-ce que j'ai encore besoin de me connecter à la lune ou est-ce que intuitivement je sais qu'il va y avoir des moments d'accélération et des moments de décélération et que je sais jouer avec et finalement je sais être à la manœuvre? Moi, je trouve ça intéressant. Et redonner la main à la lune, alors qu'en réalité, j'ai tout à l'intérieur de moi parce que je suis dans une période sage de ma vie où je sais gérer ça. Tu vois? Ouais, tu reprends le pouvoir. Voilà. Alors, là, on a beaucoup parlé du fait qu'on est dans une société qui n'est pas tout à fait en phase avec tout ce qu'on vient de dire. Donc, comment, tu en parles dans le livre, on s'adapte à cette vie cyclique qui est la nôtre, hein. On a 4 phases, dans une société qui va à 1000 à l'heure et qui est plutôt basée sur la testostérone qui est à un niveau à peu près égal des hommes. Alors déjà, c'est faux, ça. Hein. Ils ont des fluctuations. Moins, on va dire que nous. Oui. Qui a moins d'amplitude que nous, c'est ça que je veux dire. Ils ont des fluctuations d'humeur et d'énergie qui sont aussi importantes et qui sont moins prévisibles que nous. Et aujourd'hui, on a considéré que, voilà, nous, comme c'était prévisible et surtout fluctuant sur des plus longues périodes, on a considéré que c'était un problème. Mais en réalité, eux ont des fluctuations d'humeur et d'énergie qui sont aussi importantes. Donc déjà, considérer que les hommes sont linéaires et les femmes sont cycliques, c'est faux, physiologiquement. Tout le vivant est cyclique. 100% du vivant est cyclique. Donc, je vois pas pourquoi ces messieurs s'en exonéreraient. Et ils en sont pas exonérés non plus. Et ils se fatiguent aussi. Hein. Il faut savoir que l'épidémie de burn-out, elle touche aussi bien les hommes que les femmes aujourd'hui. Donc, ils se fatiguent aussi dans cette exigence de pleine productivité. Donc, déjà, la première chose, c'est d'avoir en tête que on est dans une épidémie mondiale de burn-out. Voilà. Donc, en fait, le système qu'on a mis en place fonctionne pas.
C'est un système qui peut fonctionner pour des machines, et encore, les machines, on a des temps pendant lesquels on les arrête pour pouvoir faire de la révision, pour pouvoir peut-être les refroidir ou des choses comme ça. Donc tu vois, même les machines, le truc le moins vivant, eh bien, on leur accorde ces temps-là. Donc en fait, cette illusion de productivité constante, permanente, c'est déjà quelque chose de faux. Et ce qui est intéressant, c'est de réaliser à quel point, non seulement c'est faux, mais à quel point cette illusion fait qu'on va pirater notre mode de fonctionnement en permanence. Donc la première chose, c'est de comprendre que c'est un mode de fonctionnement qui est dysfonctionnel. Donc si j'ai ce mode de fonctionnement avec moi, ce que j'avais déjà pour ma part avant, eh bien je comprends qu'il est dysfonctionnel et je comprends que c'est normal qu'à un moment j'arrive au burn-out ou à d'autres problématiques, parce qu'il y a le burn-out, mais il y a des maladies graves, des choses, voilà, qui se présentent dans notre vie, des pétages de câbles, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, eh bien, c'est de réhabiliter comment toutes ces fluctuations d'humeur et d'énergie servent mes projets. Parce que tant que je considère que je suis une fille géniale quand je suis en prise d'élan et quand je suis debout sur ma planche, et que je suis une sous-merde quand je suis dans le tube et posée sur ma planche, forcément, je vais pas avoir envie d'y aller. Donc déjà, la première chose, ça va être de soi à soi-même, parce que on a très souvent envie que les autres nous comprennent alors que nous, on n'a pas fait le chemin pour nous. Je vais te donner un exemple. Nous, dans le programme Kiffe ton cycle, on a une vidéo pour les hommes. C'est 8 minutes pour qu'ils soient nos alliés, tu vois. Et ben en fait, il y a des femmes, elles prennent le programme et dans la seconde, elles m'envoient un email en me disant « Elle est où la vidéo pour les hommes ?» Et ben elle est à la 8e semaine. Elle est à la 8e semaine parce qu'il va falloir d'abord que toi, tu te comprennes avant de pouvoir imposer aux autres de gérer, de te comprendre, tu vois. Donc déjà, la première chose, c'est de réhabiliter de soi à soi-même. Qu'est-ce qui se passe dans ces différentes périodes? Et quand je suis dans le tube de la vague, comment ça sert mes projets? On peut pas faire de grands projets, on peut pas faire de grandes réalisations sans avoir des moments d'audit, des moments où on repère ce qui ne va pas. Des moments où on se dit, est-ce que je suis bien en train de marcher dans le projet que j'ai envie de marcher, que ça soit ma vie ou un projet professionnel ou quoi. Est-ce que je suis bien en train de marcher dans mes pompes ou est-ce que je suis en train de marcher à côté de mes pompes? C'est ça, ce à quoi nous invite la période du tube de la vague, tu vois. Donc ça, et puis d'avoir une forme de créativité qui va permettre justement de réensemencer du nouveau. Tu vois, dans le tube de la vague, comme on est beaucoup moins connecté aux attentes sociétales, eh bien, on va avoir des idées, des trucs de dingue. Parfois, on va se dire, mais c'est un truc de fou. Mais en vrai, ouais, c'est un truc de fou, mais ça me fait trop kiffer. Et donc, on va pouvoir s'autoriser à sortir de la boîte, tu vois. C'est out of the box. C'est la période où on pense out of the box. Donc, on regarde ce qui ne va pas et on va avoir une forme de créativité importante. Si on réintègre ça, on va se rendre compte que notre colère, notre réactivité dans cette période-là, elle est avant tout liée au fait que la boîte, elle est trop petite pour nous. On est dans une case qui nous convient pas. On est dans une case dans laquelle on se tape dans les parois en permanence. C'est ça, le signal du tube de la vague. Et donc, quand on le réhabilite comme ça, on se rend compte que si on a des projets à réaliser, c'est génial. Parce que c'est un moment qui va être très, très fort pour pouvoir, encore une fois, semer des graines et pouvoir voir ce qui nous convient pas. Et puis, quand on est posé sur notre planche, c'est une période dans laquelle on va pouvoir se ressourcer. Mais se ressourcer, ça veut aussi dire planifier ce qui va se passer après. Moi, j'aime bien prendre la métaphore du maçon et de l'architecte sur un chantier. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie où on vit à 100 à l'heure? Eh bien, quand on a de l'énergie, je sais pas si ça t'arrive parfois, tu sais, tu te lèves le matin, t'as plein d'énergie, et puis en fait, tu commences à faire des trucs dans tous les sens. J'ouvre 400 onglets, je commence à lancer une machine, je fais machin, je fais truc et tout, et puis à la fin de la journée, je me dis waouh, j'ai oublié d'aller sortir la machine, je n'ai pas fini les choses, en fait, je n'ai rien fait. J'ai l'impression d'avoir fonctionné un peu comme un papillon qui s'est agité toute la journée. Eh bien ça nous arrive pourquoi? Ça nous arrive très souvent dans notre société. Moi, à chaque fois que j'en parle en public, je vois tous les yeux qui disent oui, mais tellement. Et bien, ce qui se passe, c'est que, en fait, on n'a pas fait les plans. Et donc, sur notre chantier, on a le maçon et l'architecte qui sont là en même temps. Et il y a l'architecte qui dit, bon alors, tu mets une porte ici. Non, en fait, on va mettre l'escalier ici. Non, on va commencer par la fenêtre derrière. Alors, si tu pouvais me faire tout de suite la cave, parce qu'on va commencer par travailler sur la cave. Et donc, il y a le maçon qui essaye de faire plein de trucs. Et puis, la maison ne monte pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est invité à être posé sur notre planche? On est invité à faire travailler l'architecte. L'architecte, il est tranquille, il peut même être posé dans son canapé, tranquille, avec la liste des choses à faire. Il va ranger les choses. On va faire une to-do list qui va être structurée et qui va être hiérarchisée. Et donc, si on accepte de faire ça, au moment où l'énergie remonte, je n'ai plus qu'à prendre ma to-do list et là, le maçon, il va monter la maison à une vitesse incroyable. Tu vois? Et donc, c'est ça. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que en considérant que c'est un problème quand je ne travaille pas,
On s'enlève les zones de réflexion, on s'enlève les zones où on va pouvoir hiérarchiser, on va pouvoir aussi faire des choix. Moi, je sais que poser sur ma planche, c'est le moment où je vais dire non, en fait, ce truc-là, plus jamais, ça, je recommence pas, ça, non. Et donc, en fait, on va pouvoir enlever des choses de notre vie de façon à pouvoir avoir plus d'espace pour réaliser nos projets. Et en fait, tant qu'on est un rat qui court dans sa roue sans arrêt, eh bien, en fait, on ne fait pas ce travail-là. Et ça sert une forme, je sais pas si c'est de patriarcat, de capitalisme ou je ne sais quoi. En tout cas, ça sert un global sociétal qui est dysfonctionnel, mais dans lequel on ne se pose jamais la question est-ce que ce que je fais me convient? Donc oui, quand on réhabilite les différentes parties de nous, on va potentiellement être beaucoup plus intolérante au fait d'avoir une vie qui nous convient pas, et on va potentiellement avoir aussi des zones où on va faire des choix, et des choix qui peuvent être pas forcément ce que les autres autour auraient envie qu'on fasse. Seulement, l'idéal de ça, c'est que à 80 ans, on se retourne sur sa vie et on se dise waouh, qu'est-ce que j'ai kiffé. C'est vrai, t'as raison. Si on vit vraiment une vie qui est très rythmée et que c'est compliqué de pouvoir faire ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? De façon très très pragmatique, la première chose à faire, c'est de faire la différence entre ce qui est important et ce qui l'est pas dans notre vie immédiatement. C'est-à-dire qu'on a ce truc aussi de la to-do list qui n'en finit pas et dans lequel il n'y a pas de hiérarchisation et de structuration. Moi, j'aime bien parler de ce que j'appelle les engagements. Les engagements, ça va être mes gros rochers dans la mer. C'est-à-dire, ça va être les choses que j'ai... Là, par exemple, de parler à ton podcast aujourd'hui, c'est un engagement. On a pris un rendez-vous. Et quelle que soit l'énergie dans laquelle je suis aujourd'hui, je suis là. Je fais cet engagement. Quand je fais des conférences, j'arrive pas sur scène en disant « Excusez-moi, je suis posée sur ma planche. Je vous laisse discuter entre vous. Moi, je vais aller mettre sur le canapé. » Tu vois. Donc, en fait, déjà, je repère dans ma semaine mes engagements. Moi, je sais que je fais une worksheet, donc je fais une feuille de travail hebdomadaire dans laquelle il y a mes engagements. Ça, je n'y toucherai pas quoi qu'il arrive. Et ensuite, il y a tous les cailloux et le sable que je vais mettre autour, c'est-à-dire toutes les petites choses que finalement je peux faire à différents moments de ma vie et que je vais choisir de mettre quand j'ai de l'énergie et que je vais enlever quand j'en ai moins. Et c'est ça qui va être ma variable d'ajustement. Et donc, il y a des moments, quand j'ai très peu d'énergie, je vais me mettre en mode service minimum. Donc là, pour le coup, il n'y a plus que les engagements. Le reste dégage totalement. C'est-à-dire que la vaisselle, le rangement du linge, la comptabilité, répondre aux emails, même ça, tout ça va dégager. Même répondre au téléphone, je vais mettre mon téléphone en off et je vais faire en sorte de ne sauvegarder l'énergie que pour les engagements. Et puis, bien sûr, il y a d'autres moments où je vais avoir plein d'énergie et donc je vais pouvoir réintroduire tout ça dans ma vie et remettre tout ça. Donc la première chose, c'est d'être capable de faire la différence entre les engagements et ce qui n'en est pas, entre les gros rochers et les petits cailloux et le sable, tu vois, de façon à pouvoir les mettre au bon moment de ma vie. Puis la deuxième chose aussi, c'est de me souvenir que je suis pas toute seule. Et que je peux demander de l'aide et que je peux communiquer avec les personnes de ma famille ou avec les personnes de mon travail sur l'état où j'en suis aujourd'hui. Et donc moi, je sais que j'ai un petit magnète avec la surfeuse qui se trouve sur mon réfrigérateur qui indique dans quelle énergie je me sens aujourd'hui, mais j'en parle aussi. Et donc ça veut dire que si aujourd'hui, par exemple, je suis en mode service minimum, je vais pas me mettre à faire de la grande cuisine, etc. Donc soit je vais sortir quelque chose de surgelé, soit mon conjoint va faire à manger, soit ma fille va faire à manger. Elle adore faire les pizzas. Moi, je me pose à côté, je la regarde faire. Pendant ce temps-là, je me repose. Et puis, je ne fais que mettre la pizza au four parce qu'elle n'a pas encore l'âge de la mettre toute seule, tu vois. Mais c'est aussi ça, c'est de dire, par exemple, si les voisins peuvent prendre ma fille ce jour-là, à charge de revanche. Moi, je sais que dans 3-4 jours, je vais avoir beaucoup d'énergie et que je vais pouvoir récupérer les voisins, tu vois. Donc, c'est aussi avoir cette humilité-là de dire, aujourd'hui, non, je suis vraiment en mode service minimum. Donc, quelque part, pareil avec mon équipe. Aujourd'hui, je suis en mode service minimum, c'est-à-dire vous me protégez. Moi, je me souviens quand j'ai fait mon TEDx, j'avais mes règles. Et j'étais épuisée. Et toute l'après-midi, je leur ai dit, ne venez pas me demander de répéter, ne venez pas, vraiment, laissez-moi dormir, laissez-moi me reposer. Ils étaient tous terrifiés parce que à une demi-heure du show, j'étais toujours sur le canapé complètement. Et puis, une demi-heure avant, là, je me suis mise en énergie et j'étais présente au rendez-vous sur le TEDx, tu vois. Mais c'est vraiment important de savoir sauvegarder son énergie et puis de savoir communiquer, de dire aux autres, vous inquiétez pas, je serai là. Parce que c'est ça, en fait, ce qui se passe dans la plupart du temps, c'est que quand je sens que j'ai peu d'énergie, je me recule, je rentre dans ma grotte. Et puis les autres qui attendent quelque chose de moi, ils se disent « Oh là 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 là, mais je vais pas avoir ce que je veux !» Tu vois, que ce soit les enfants, que ce soit les gens au travail, etc. Et si moi, je communique pas en les rassurant, ils viennent encore plus au contact. Et moi, j'ai encore plus envie d'être dans ma grotte. Et ils viennent encore plus au contact. Et là, je me dis « Mais c'est pas possible, à chaque fois que je vais être tranquille, il y a personne qui... » Oui, mais parce que je l'ai pas dit.
Alors que si j'avais dit aux personnes autour de moi, écoutez, je serai là au TEDx, je serai là à 11h30, je vous assure que je serai au rendez-vous. Pour autant, laissez-moi gérer mon temps, je gère, ce que j'ai fait. Ils viennent moins en contact. Ils sont inquiets, mais ils viennent moins en contact. Si je dis à ma fille, écoute, là, aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai juste besoin que tu me laisses 1 heure tranquille. Est-ce que tu crois que tu peux faire des trucs tranquilles dans ta chambre pendant 1 heure? Si j'ai été claire avec ma demande, elle va pas revenir au contact. Si je suis là en mode, non, mais laisse-moi, vas-y, tout ça, mais que je suis pas claire, en fait, elle va s'inquiéter et elle va venir au contact. Bon, ça marche pour certains âges. Pour avoir 3 âges différents, à ma grande de 6 ans, je peux. Celle de 2 ans et 20 mois, Alors, sur la durée, ça va beaucoup moins bien marcher. Par contre, tu vois, par exemple, à 2 ans, ce qu'on peut complètement faire, c'est s'allonger avec elle et lui dire, maman, elle est fatiguée. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qui fatigue pas maman? Tu vois ce que je veux dire? On peut créer... En fait, c'est ça qui est intéressant. Bien sûr que le coup de rester toute seule dans sa chambre pendant 1 heure, on est complètement d'accord que ça marchera pas à 2 ans et demi. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'on va avoir des enfants qui, même à 2 ans, vont se mettre à mettre la couverture sur toi, à dire chut à leur poupée quand ils jouent. Tu vois? Et en fait, tu vas pouvoir finalement t'assoupir avec elle à côté potentiellement. En tout cas, et ça, vraiment, faut les associer à ça. Plutôt que de donner des ordres et puis vouloir les mettre à distance et eux, ça les terrifie. C'est les associer à nous et vraiment leur dire, moi je l'ai fait, un enfant de 2 ans, lui dire, je suis fatiguée, tu crois qu'on peut faire comment pour que je me repose en même temps et que ça soit bien pour toi? Et ils ont plein d'idées, hein. Même les préverbaux vont avoir une façon d'agir, etc. qui va, voilà, soyons sincères avec ce qu'on vit et de manière à rassurer l'autre en face sur le fait qu'il n'y a rien de grave qui est en train de se passer. Et oui, bien sûr, j'ai peu d'énergie aujourd'hui, mais si, tu vois, dans le travail, mais si je m'autorise aujourd'hui à ne faire une journée que de 2 heures ou moins, le truc que je t'ai promis pour mercredi prochain, il sera là, et il sera là au taquet, parce qu'en fait, je vais me ressourcer aujourd'hui, et que dans 2-3 jours, je repars à fond les ballons, et que ton truc sera fait pour mercredi. Je m'y engage, parce que là, c'est un engagement, c'est une grosse pierre. Même s'il se trouve que mon énergie ne remontait pas, je sais que pour autant, je vais faire mon engagement. J'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut dire ou expliquer au conjoint ou à la conjointe d'une personne qui a ses règles ou est dans la phase vraiment où la fatigue est présente? La première chose, c'est que c'est vrai. Non, mais c'est tout bête, hein, mais c'est le je te crois, tu vois. Je pense que c'est vraiment important et moi, c'est ce que je dis à tous les potes avec qui on en parle. C'est la première chose, d'arrêter de remettre ça en question, tu vois. Donc, c'est déjà de croire que c'est vrai, et de pouvoir se positionner en allié finalement. Alors attention, un allié est pas censé avoir une énergie opposée. Moi j'aime bien dire que je déteste que le cycle menstruel devienne le terroriste de la famille, parce que en fait c'est pas parce que moi j'ai un cycle que tous les autres doivent se mettre au diapason. Tu vois, je disais tout à l'heure, je demande de l'aide, et oui, et qu'est-ce qui se passe si on a tous en énergie faible par exemple? En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée de pouvoir se dire, se parler du pool d'énergie globale dont on dispose dans la famille. Parce que si un des membres de la famille a une énergie folle ce jour-là, finalement, elle va pouvoir prendre le lead et puis faire en sorte de prendre les choses. Et puis, si au contraire, on se rend compte qu'on est tous les deux en énergie basse, ça va être d'inventer intelligemment un truc plutôt que de lutter l'un contre l'autre pour savoir qui va choper le droit d'être en énergie basse. Ça va être d'inventer, c'est quoi notre quotidien là maintenant, en énergie basse. Encore une fois, ça va être, personne n'est jamais mort d'avoir mangé des pâtes ou de la pizza, tu vois, surtout s'il y a des enfants, ou de rien avoir mangé ou d'avoir commandé quelque part, enfin que sais-je, tu vois, mais on invente un truc ensemble. On s'autorise à ce que peut-être la cuisine soit pas nickel, on s'autorise peut-être à ce que le panier de linge ne se défasse pas alors qu'on est le week-end et que d'habitude on le défait le week-end. Enfin, on se donne des autorisations ensemble. Si on est dans un pool d'énergie basse, et si au contraire, en fait, madame aujourd'hui est en énergie basse et monsieur ou l'autre madame est en énergie haute, il y a complètement la possibilité de se dire, du coup, je prends le lead et je me mets au service et je me fais plaisir là-dedans, tu vois. Donc voilà, la première chose, c'est de croire. La deuxième chose, c'est d'observer sa propre énergie et de se dire, ok, on en est où familialement là dans l'histoire? Et dans les petits conseils que je peux donner, si on sent qu'on a beaucoup d'énergie et s'il y a des enfants, par exemple, ça va être de sortir avec eux, potentiellement, pour créer l'espace de repos, l'espace. Mon conjoint le fait beaucoup et je lui en suis très reconnaissant pour ça. Quand ma fille était plus petite, il sortait avec elle. Il l'emmenait au parc ou il l'emmenait faire des choses, etc. Et moi, tu vois, parce que quand il n'y a plus de bruit dans la maison, quand c'est calme, quand je peux vraiment, ça fait du bien. Donc voilà, les petits conseils que je peux donner, c'est ça. S'il y a des enfants, c'est peut-être que vous auriez bien aimé être en train de jouer aux jeux vidéo, mais là tout de suite, être un allié, c'est emmener les enfants faire un truc génial et puis vous éclater entre vous. Et puis aussi, moi j'aime bien dire souvent,
dans nos constructions classiques de famille, les femmes sont assez omniprésentes et omnipotentes dans les temps où les enfants sont pas à l'école. C'est pas toujours le cas, mais il y a quand même cet égrégore assez global. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, si madame est fatiguée pendant ses règles, ce qui est génial, c'est de pouvoir réinventer quelque chose et créer finalement une dynamique hors elle. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit lâcher et doit pas être en train de tout contrôler ce qui se passe parce que tu es fatigué, tu te reposes, tu lâches. Et de l'autre côté, faire confiance au fait qu'il peut se créer des trucs absolument extraordinaires sans qu'on soit dans la boucle. Et ça, c'est pas toujours évident. Je le pose ici. Je connais pas mal de couples hétérosexuels dans lesquels madame voudrait continuer à tout contrôler depuis son poste de contrôle, même si elle est fatiguée, tu vois. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est aussi dire, mais non, mais vraiment. C'est-à-dire, glisse-toi vraiment dans la fatigue, laisse-toi vraiment couler dans la fatigue, mais laisse aussi se créer des choses que tu ne contrôles pas. On va finir sur ça. Je pense que c'était une très bonne façon de conclure ces 2 épisodes où tu nous expliques comment kiffer nos règles, comment kiffer notre cycle de manière générale finalement et de reprendre le pouvoir. Merci beaucoup Gaëlle, j'ai beaucoup appris en lisant ton livre, je suis hyper contente. Moi j'ai 3 filles donc je trouve que c'est merveilleux d'avoir ces connaissances-là. Et t'as raison, c'est aussi fait pour les garçons. Donc si vous avez des garçons, des ados, proposez-leur d'écouter un petit peu ou de lire le livre en tout cas. Merci Gaëlle. Merci Clémentine. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.